Madame, Monsieur, bonsoir. Un nouveau numéro du Club de la Presse ce soir. Ensemble, nous allons décrypter et commenter l'actualité de la semaine particulièrement fournie. Ce soir, nous parlerons des élections locales, la revalorisation du SMIC, le reversement de la rente viagère de l'ex-président de la République, Laurent Gbagbo, et la discipline du parti par toujours respectée par les candidats. Et on termine en économie les enjeux du guichet unique de développement des entreprises de Côte d'Ivoire. Pour en discuter sur le plateau, nous recevons Lanciné Bakayoko. Il est journaliste et chef du service économie sur RTI 1 à la rédaction du journal. Juste après lui, Élisée Boloubé, journaliste éditorialiste, est également avec nous ce soir pour commenter l'actualité. Félix Boni nous rejoint, journaliste éditorialiste. Il a une médaille qui scintille sur la gauche. Félicitations. Il est décoré dans l'ordre du mérite de la communication. Et puis pour terminer, Aoussou Kwasi Jean-Marie, que l'on connaît bien sous le nom de plume de JMK. Aoussou, bonsoir, messieurs, je vous souhaite la bienvenue. Bienvenue dans le Club de la Presse. On ouvre avec la rente viagère reversée à l'ancien président de la République, Laurent Gbagbo, percevra ses arriérés avant la fin de l'année 2022. C'est ce qu'a annoncé le porte-parole du gouvernement ce mercredi. Alors, messieurs, quels sont vos commentaires? Lanciné Bakayoko, commencez par vous. Moi, je pense que ce décret pris par le président de la République est le bienvenu parce qu'il rentre dans le cadre de la réconciliation nationale, de la cohésion sociale. Et puis, c'est quand même un excellent cadeau de Noël pour le président Laurent Gbagbo, qui va quand même recevoir à peu près 1,2 milliard Et ça, je pense que ça devrait contribuer à décrisper l'atmosphère et à nous envoyer vers une normalisation de la vie politique, normalisation qui a commencé depuis plusieurs années. Élisée Boloubé. C'est à la suite du confrère Bakayoko, je dirais que c'est une bonne chose. Mais je veux aussi que quand même on retienne que c'est la mise en œuvre de quelque chose qui est normal en réalité, parce que c'est les droits qui lui sont dévolus. Donc le fait de lui payer la rente viagère, au-delà du fait que ça soit aussi immédiat, comme on le dit, c'est-à-dire le payer avant la fin de l'année 2022, c'est quelque chose qui lui est dû. Donc c'est normal qu'on lui paye cette rente viagère-là. Maintenant, sur la question, je dirais, un peu de fond, pourquoi jusque-là ça a mis du temps? Parce qu'il ne faut pas aussi perdre de vue que le président de la République, lorsque la décision d'acquittement a été donnée par la CPI, avait dit dans son propos que M. Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé peuvent venir au pays et qu'éventuellement, ce qui leur revenait de droit leur serait payé. Ça, il avait pris cet engagement et je crois que c'est la matérialisation de cet engagement qui se tient en cet instant précis. Donc, c'est une très bonne chose. Oui, il avait surtout annoncé JMK le 6 août lors de son message à la nation. Donc, ça se concrétise avant la fin de l'année. Oui, effectivement, mais moi, je pense que ça a un peu trop tardé quand même parce que le président Laurent Gbagbo est rentré au pays depuis le 17 juin 2021. Donc, ça fait plus d'1 an qu'il est là. Pourquoi est-ce que ça a tardé? C'est la question de fond, mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et puis, je pense que après le rendez-vous manqué du 6 août, n'est pas du 7 août, où on avait, après le 14 juillet, pensé voir les 3 grands leaders de la classe politique à Yamoussoukro pour célébrer la fête nationale. Après ce rendez-vous manqué, là, on peut dire que les relations entre les 3 ont pris un peu de plomb dans l'aile. Et que, bon, finalement, la décrispation va se jouer là. Mais j'attends personnellement le communiqué du camp Gbagbo pour dire qu'effectivement, l'argent est passé dans ses comptes. Vraiment pour applaudir des deux mains. Sinon, pour le moment, je salue l'acte d'ouverture et de justesse du gouvernement ivoirien. Et nous saluons cette médaille de Félix Boni, à qui nous passons le tour de parole maintenant, qui est décoré dans l'ordre du mérite de la communication. Félicitations Félix Boni, et puis nous vous écoutons. Merci aussi à la RTI et à Kolo, parce que c'est pour avoir une médaille, la visibilité, c'est la participation à tous ces plateaux également qui donne la visibilité pour qu'on reconnaisse aussi la valeur et le mérite. Et je remercie la nation ivoirienne pour cette médaille. Alors, parlant de la question, je pourrais dire que c'est une résolution du dialogue politique. Il faut rappeler que le dialogue politique, à la fin du 5e dialogue politique, il y avait une résolution qui a été fermement prise et puis
Et il a été bien écrit que les comptes de différents leaders allaient être transmis par le Premier ministre pour que, effectivement, leur rente viagère soit payée. Et maintenant, c'est la concrétisation de cette résolution du dialogue politique. Alors, quel dividende politique faut-il tirer de cette concrétisation? Je crois que, souvenez-vous qu'à notre dernière émission ici, on parlait de la réconciliation. Et je disais tantôt que nous sommes un peu surpris que peut-être d'ici la fin de l'année, il y ait quelques actes, quelques gestes du président de la République pour contribuer à décrisper l'atmosphère. Je pense que cet acte, en termes de dividendes politiques, va contribuer à décrisper l'atmosphère. On rentrera certainement de l'année avec des esprits un peu plus apaisés. Tout ce que nous souhaitons, c'est que les grands leaders aillent encore au-delà et qu'ils nous donnent vraiment de la gaieté pour que la Côte d'Ivoire sorte du schéma d'incertitude. Alors, on va Lassine Bakayoko, peut-être vous voulez ajouter quelque chose? Je voudrais ajouter tout simplement que le principe de la rente viagère est consacré depuis 2005, puisque le président Gbagbo lui-même avait pris le décret depuis 2005, mais le décret n'avait pas pu rentrer en application. Lui-même expliquera pourquoi le décret n'est pas rentré en application de 2005 à 2010, mais il faut admettre que ce décret qui est en train d'être pris aujourd'hui, c'est vrai que c'est une loi, c'est une disposition légale que le président est en train d'appliquer, mais il y a mis quand même aussi du sien. Et je crois que c'est ce geste qu'il faut saluer, ce geste de décryptation, ce geste d'ouverture. Et il va falloir que l'opposition politique elle-même reconnaisse ce geste à sa juste valeur et l'accueille avec les deux bras. Alors, on va justement rester en politique pour parler d'un sujet très important. Les états-majors s'activent pour la désignation de leurs candidats aux élections municipales et régionales. En règle générale, la discipline du parti est toujours mise à rude épreuve. Comment choisir les candidats? Davis Oyo en parle d'abord et on se retrouve ici en plateau. Les dernières élections locales en Côte d'Ivoire ont dégagé une nouvelle tendance, celle de la contestation des choix des candidats des partis, qualifiés d'indiscipline par les responsables des chapelles politiques. Selon les observateurs, ces prises de position font suite à des guerres d'ego, dues à une adversité féroce au sein des familles politiques. Chacun veut être bien vu et démontrer sa force de frappe sur le terrain. En outre, les choix des leaders des partis ne reflètent pas souvent la volonté des militants de certaines circonscriptions. La conséquence de cette guerre fratricide a donné naissance à plusieurs candidatures indépendantes qui ont fait mordre la poussière aux candidats de leur propre chapelle politique. Et cela, malgré l'arsenal déployé par le parti. Pour les futures batailles électorales, les responsables des partis politiques multiplient les rencontres en vue de faire entendre raison aux militants et leaders de chaque base. À quelques mois des échéances électorales, ces démarches sont-elles suffisantes pour mettre fin à l'indiscipline dans les partis? Élection et choix des candidats. Alors, monsieur, pourquoi il y a toujours problème, Élisée Bologue? Bon, je pense qu'il y a problème. Je ne dirais pas que je pourrais faire un diagnostic exhaustif, en tout cas, de la situation, mais permettez déjà que je puisse, moi, à mon niveau, relever ce que je pense, une fois corrigé, pourrait résoudre la question. Le problème ici, c'est que très souvent, les choix, comme je le dis, se font sur la base de certaines amitiés qui ne tiennent pas compte des intérêts généralement de la base. Voici un peu la problématique. Parce que parfois, on choisit des candidats dans certaines zones sous la base d'une amitié qu'on a au sein du parti, en tant que responsable du parti, mais qui ne reflète pas les attentes et la volonté de la base. Donc la base, généralement, ne te reconnaît pas dans cet élu-là. Et celui qui part en indépendant parfois, quoi qu'étant dans un parti, c'est parce que celui-là estime qu'il est important, déjà qu'il se positionne, non pas pour lui personnellement, mais pour sauver, si on veut, l'électorat ou bien le siège du parti dans la zone, en fait. Parce que s'il n'y va pas et qu'on laisse celui-là qui a été choisi par le parti, que les militants ne portent forcément pas dans le cœur, c'est l'échec assuré et donc la perte de ce siège-là. Ce que ce candidat-là estime que ce n'est pas normal ou bien qu'il juge ne devrait pas se faire. Donc je crois que l'une des choses pour corriger ça, c'est que les choix qui sont faits soient faits en tenant compte des attentes et des avis de la base. Mais alors, pourquoi celui qui semble avoir cette force populaire ne se met pas au service de celui que le parti aura désigné, donc d'être, par exemple, discipliné? Mais je pourrais te retenir la question pour dire, mais pourquoi le parti ne met pas ce candidat qu'il veut choisir au service de celui qui a la caution populaire? On pourrait aussi poser la question, pourquoi chercher à créer des frictions quand on sait qu'il est aussi simple de consulter les populations et en fonction de la volonté de ces populations-là, positionner le candidat qu'il faut. En fait, c'est juste ça. Il faut qu'on arrive à départir les responsables, les amitiés au sein du parti, des attentes et de la volonté des militants qui, pour moi,
sont les premières personnes qui sont bénéficiaires de l'élection d'une personnalité. En réalité, on vote pour qui? On vote pour les populations en réalité. Donc ça aussi, il faut en tenir compte. Moi, voici pour moi vraiment l'une des raisons fortes qui fait que très souvent, on se retrouve dans ces situations. Ça ne veut pas dire que tous ceux qui sont candidats indépendants, c'est parce que forcément, ils sont soutenus par la population. Il y a des gens, comme on l'a vu dans l'élément, qui, eux, vraiment, ça donne à la discipline. Oui, parce qu'il y a des indépendants qui ont aussi perdu les élections. C'est ce que je dis. Donc, il y a d'autres qui vont dans le cadre d'une indiscipline de parti. Mais sinon, pour la grande majorité des cas, on a vu très souvent que ceux qui sont partis en indépendant, qui parfois ont affronté le parti en allant en indépendant, qui l'ont gagné, vous verrez qu'ils ont une véritable caution, ils ont une assise, une équation personnelle avec la base, avec les militants. Et ça, c'est quelque chose que les partis doivent prendre en compte, en fait. L'ancien Bakayoko. Moi, je pense que la question du choix des représentants des partis politiques au cours des élections, il va falloir l'examiner en profondeur. Parce qu'en général, ces choix sont faits par l'establishment du parti, c'est-à-dire la superstructure du parti, qui, en raison de leur proximité, font ce qu'on appelle, dans le langage civil, un peu de copinage et qui positionnent leurs amis. Et il va de soi que ceux qui pensent qu'ils sont beaucoup plus populaires dans la zone vont en indépendant. Mais en réalité, il s'agit de questions d'ego surdimensionné parce que, en principe, la discipline du parti devait prévaloir. Et ça, je pense qu'on peut quand même trouver des solutions à cela, si tu le permets, parce qu'il faut peut-être encadrer cela de façon légale. Dans beaucoup de pays, la transhumance politique est interdite. Un pays comme le Cameroun, par exemple, on est toujours adossé à un parti pour aller aux élections. C'est-à-dire qu'il n'existe pas de candidature ni à la présidentielle, ni à la députation, ni au Sénat, des candidatures indépendantes. Tout le monde doit être adossé à un parti ou du moins parrainé par un parti. Donc je pense que la loi ivoirienne doit pouvoir régler ça et faire prévaloir cette loi-là pour empêcher les candidats indépendants. Mais de toutes les façons, il s'agit d'une question d'éthique politique. Bon, c'est vrai que la politique est faite de cynisme, mais il y a quand même, il doit quand même, pour des relations de confiance entre la population qui est élue, la population qui est choisie et ceux qui doivent la représenter au Parlement, il faut qu'il y ait une relation quand même beaucoup plus humaine, beaucoup plus humanisée. Et là, ça nécessite quand même une question d'éthique qui fait que ceux qui sont élus, même en indépendant, doivent pouvoir rester indépendants ou alors suivre la discipline du parti et en tout cas placer le jeu politique dans le cœur des populations. Parce qu'en l'état actuel, il y a manifestement un déficit de confiance entre la population qui élit et les personnalités qui cherchent à aller au Parlement. JMK, est-ce que c'est possible d'éviter les candidats indépendants? Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible parce que ce n'est pas toujours que le jeu de la discipline du parti marche. La désignation des candidatures est toujours un moment très délicat. Très délicat pour les directions des partis, très délicat pour les candidats eux-mêmes sur le terrain. Je vous donne un exemple précis. Vous avez un jeune cadre qui n'a pas de grands moyens, mais qui, chaque week-end, est chez lui, dans sa base, au contact, à la proximité de sa population. Il n'a pas de grands moyens. Il n'est peut-être pas même cadre supérieur, mais il est là, il fonctionne avec sa base. Le temps des élections arrive, on lui parachute un ministre. Parce que celui-ci a plus de statut. Alors que celui-là, en vérité, il n'a pas de contact avec la base. C'est là, en vérité, que l'indiscipline commence. Parce que ce n'est pas toujours le candidat lui-même qui décide d'aller en indépendant. Parfois, c'est sa base qui lui pousse, qui dit, nous, celui-là, on ne le connaît pas, c'est toi, on connaît, va en indépendant, on t'élit. Et généralement, c'est eux qui sont élus. Donc, si les partis politiques réussissent à pouvoir faire la symbiose entre les cadres actifs qui sont sur le terrain, au contact de leur base, et les cadres qui sont originaires des grandes zones, qui sont des super cadres, mais qui en vérité qui n'ont pas de base électorale, si on réussit à faire la symbiose, on s'en sort. C'est pour cela que moi, j'ai toujours préconisé les primaires à la base. Ce n'est peut-être pas la panacée, mais au moins ça permet de régler le problème dans une sorte de vote interne, pour savoir qui domine, qui ne domine pas. Mais si on s'assoit à Abidjan, je vous donne un exemple simple, le RHDP. Yopougon, c'est compliqué, ils comprennent que ça va coincer, ils prennent le président Adama Bictogo, ils en font le candidat. Mais c'est un poids lourd, Adama Bictogo. C'est un poids lourd de l'arène politique ivoirienne. Déjà, pour certains, le RHDP est en roue libre. Mais en face, on attend de voir qui le PDCI va désigner. Donc si le choix du PDCI n'est pas fort, mais c'est sûr qu'on va se faire écraser à, comment on appelle ça, à Yopougon. C'est là que les indépendants peuvent commencer. Mais
la machine du RHDP est tellement corsée que pour le moment, on n'entend pas de bruit d'indépendants. Mais si le PDCI rate, par exemple, le choix de son candidat à Yopougon, soyez convaincus que vous allez voir des indépendants pointer du nez. Donc, si on organise les primaires, on peut régler la question d'une autre façon. Mais on ne peut pas interdire les indépendants. Ce n'est pas possible. Alors, bon, Félix Boni, quelle est votre lecture de cette discipline au niveau du parti lorsqu'on doit choisir les candidats? Ben, il faut le dire, c'est clair. Une élection, moi, dans mon schéma à moi, une élection, c'est un candidat face à sa population. Et, les autres l'ont dit tantôt, hein. Quand quelqu'un s'est préparé à une élection, est toujours proche des populations. Moi, je connais un jeune député qui a été élu, qui n'avait pas du tout de moyens, mais qui allait chaque fois dans sa région et qui buvait avec les jeunes, qui allait les retrouver dans les cabarets, qui allait saluer les mamans passer de domicile à domicile, et qui a battu de fortes personnalités dans sa région, y compris des ministres, qui l'a battu pour devenir député, un ancien député, parce que je ne sais pas s'il est encore sur cette législature. C'est un individu face à sa population, mais c'est également aussi un militant face à son peuple. La discipline, en principe, devait prévaloir. Mais quand ce que les autres ont relayé tantôt, et je reprends à mon compte le terme utilisé par Bakayoko, le copinage arrive à frustrer certaines personnes, la personne décide d'aller en indépendant. Et aujourd'hui, là où nous sommes, vous vous souvenez, les dernières élections législatives, on a eu plus de 1000 et quelques candidats indépendants pour une seule formation politique. Alors qu'on a combien de sièges de députés en Côte d'Ivoire? 255 sièges. 1000 et quelques candidats, je crois, 1111 candidats pour une seule formation politique, pour 255 sièges. Alors comment faire pour canaliser ces indépendants? Là, nous sommes aux élections municipales, locales. Les élections locales, ce sont des listes de candidatures. Alors il faut arriver à canaliser toutes les frustrations, de sorte à faire des listes avec tous ceux qui ont des velléités pour se présenter à ces élections, des listes communes. On peut être premier agent au maire, deuxième agent au maire, tout ça pour servir sa nation. Et là, il faut arriver à canaliser toutes ces énergies pour les mettre ensemble. Mais alors là, faire un arbitrage honnête, pas complaisant, pas de copinage, pour amener les uns les autres à apporter ce qu'ils ont apporté à leur pays, à leur région, mais ne pas frustrer les uns les autres pour les pousser à aller en indépendant. Je voudrais quand même dire, Bakayoko a cité un exemple, en parlant d'exemple du Cameroun. Tous les exemples ne sont pas bons à prendre. Moi, je crois que ce qui se passe au Cameroun, Bakayoko était peut-être à la recherche de solutions. Oui, mais cette solution n'est pas une tare de la démocratie que de vouloir confiner tout le monde dans un parti politique pour aller aux élections. Il y a des gens qui ne se sentent nullement, ne se reconnaissent nullement dans aucune formation politique. Sur ce plateau, je disais tantôt que si vous prenez les résultats des élections présidentielles passées et des différentes élections législatives également, vous verrez que ceux qui ont été invités à voter, qui ont voté réellement, vous verrez qu'on a moins de 3 000 électeurs pour 7 300 000 électeurs inscrits sur la liste électorale. Où sont les autres? Pourquoi n'ont-ils pas voté? Ils peuvent ne pas se reconnaître dans un parti politique. Un leader dans une région peut être indépendant de la société civile, peut être proche de ses populations, a envie d'apporter quelque chose parce qu'il n'est pas dans un parti politique, il ne peut pas être candidat. Je pense que c'est une tare de la démocratie. Il ne faudrait pas restreindre la démocratie forcément à des leaders et des acteurs politiques. La société civile également est une partie essentielle de la démocratie. Donc je crois que cette légiférer sur la question, c'est prendre en compte également toutes les entités, c'est-à-dire y compris ceux qui n'ont pas besoin d'être dans une formation politique. On peut demander des parrainages, oui, mais pas forcément que les gens soient des militants d'un parti politique. L'enseignant Bakayoko voulait réagir, oui. Félix parle de société civile. En fait, l'irruption de la société civile dans l'arène politique, c'est un paraphénomène qu'il ne faut pas encourager. La politique, la vraie, se fait au sein des partis politiques. Ceux qui veulent faire de la politique doivent se mettre au sein des partis politiques. La société civile, elle est à équidistance des chapelles politiques. En réalité, elle n'a pas d'engagement vis-à-vis, elle n'a pas vocation à diriger, elle n'a pas vocation à être représentée au Parlement. Je pense que c'est la conjoncture mondiale et la conjoncture internationale qui fait qu'aujourd'hui, on demande que la société civile intervienne dans le jeu politique parce qu'on considère que c'est la troisième voie. Sinon, je pense qu'il faut pouvoir encadrer l'exercice de la vie politique dans nos pays. Il ne faut pas laisser la société civile gouverner, parce que ça pose d'autres problèmes. Vous voyez, au Bénin, par exemple, la société civile a, depuis près de 2 mandatures, c'est la société civile qui est au pouvoir. On a vu le président Patrice Talon
n'a pas de parti. C'est vrai qu'aujourd'hui, il essaie par des manœuvres de s'adosser à quelques clans politiques qui ont été constitués de façon artificielle. Mais son prédécesseur, Yahya Boni également, est venu sans parti politique. Mais la vie politique, ça ne peut pas se faire comme ça. Il y a une question d'éthique républicaine. Et la vie politique se fait au sein des partis politiques. Donc moi, je trouve dommageable qu'on ne veuille pas des personnalités politiques contre toute éthique et refusent d'accepter la discipline du parti. De toutes les façons, le monde politique, c'est un monde de bataille féroce. Tout le monde le sait, c'est un monde violent. Et donc, il faut pouvoir accepter la discipline du parti ou alors on sort du jeu politique. C'est ça, l'éthique politique. Il y a une idée, Félix Boni, vous voulez peut-être rapidement... Est-ce que la gouvernance d'État doit être réservée uniquement aux acteurs politiques? Est-ce que ce sont les politiciens uniquement qui peuvent avoir la panacée pour résoudre les problèmes de nos nations? Je dirais que si on prend l'exemple, tu as pris tantôt l'exemple de Bénin, qui a eu 2 présidents qui ne sont pas des acteurs politiques. Mais pourquoi les Béninois ont préféré des acteurs qui ne sont pas forcément des politiciens, j'allais dire, politiciens dogmatiques pour aller choisir des gens de la société civile? Je t'ai parlé d'un paraphénomène. Mais c'est un paraphénomène. Même aux États-Unis, c'est-à-dire les grandes nations qui font la politique, même dans ces grands pays, il y a des candidats qui sortent du chemin des politiciens. Parce qu'au finish, les gens finissent par se rendre compte que le schéma classique des politiques n'arrive pas véritablement à mener les nations dans un développement apaisé parce que, vu les intérêts politiques, vu d'ailleurs quelle idéologie, même sous nos cieux, tout le monde transcende toutes les idéologies dans chaque formation politique, on retrouve toutes les formes d'idéologie. Finalement, les gens préfèrent coopter des gens qui ne sont pas forcément dans des chemins politiques. Je suis d'accord que vouloir faire la politique, c'est créer sa formation politique. Mais quand les politiques échouent, la société civile peut prendre le relais. Donc, il ne faudrait pas confiner le développement, la bonne gouvernance de nos États seulement aux politiciens parce que parfois, il arrive des moments où les politiciens n'arrivent pas à nous affranchir de tout ce que nous vivons dans nos différents États, les différentes crises qu'on vit, les crises politico-militaires. Si on devait trouver, par exemple, une solution, disons, sur ce plateau, disons cela comme ça, est-ce que les primaires évoquées par JMK tout à l'heure sont pour vous une solution à ce jeu peut-être simplement Élysée? Oui, je pense que dans le meilleur des mondes, hein, c'est les primaires qui vont résoudre la question parce que les primaires permettent déjà disons, aux militants d'eux-mêmes désigner celui-là qu'ils veulent voir porter le flambeau, ce qui concerne les consultations populaires qui sont les élections. Mais force aussi de reconnaître que sur nos cieux, ce n'est pas toujours évident, en tout cas pour nos formations politiques, d'organiser les primaires en tant que telles, pour 2 raisons fondamentales. Hein. La première, c'est que déjà, aujourd'hui, les partis ont plus de sympathisants que de militants. Parce qu'en réalité, un militant, c'est quelqu'un qui a une carte, c'est-à-dire qui est bien fiché sur une liste. Aujourd'hui, même là, les partis, vous allez leur demander aujourd'hui combien de militants ils ont. C'est insignifiant comparé à toutes ces personnes qui les soutiennent, qui se réclament d'eux en réalité, parce que toutes ces personnes n'ont pas forcément les cartes. Donc, sur la base de quoi tu fais ces primaires? C'est un peu ça qui devient le problème. Tu prends tout le monde pour faire les primaires, on risque encore de se retrouver face à des violences, parce que certains vont se dire non, vous allez coopter des gens qui ne sont pas partis de notre clan, qui sont venus voter. Ça va devenir encore d'autres situations. Sinon, comme je le dis, dans le meilleur des mondes, dans les démocraties vraiment affirmées, affichées, c'est la voie la plus indiquée pour pouvoir désigner les candidatures. Maintenant, chez nous, comment est-ce qu'on peut résoudre ça? Je pense que si on veut suivre un peu le chemin de nos partis, hein, on peut essayer de le résoudre en nous appuyant sur quelque chose qu'ils ont déjà fait. Je prends par exemple la désignation de leurs délégués, de leurs responsables départementaux, communaux et autres, tout ça. Quand on regarde un peu, ils ont organisé ça dans les partis. On dit celui-là c'est le départemental, celui-là c'est le régional, celui-là c'est ceci. Je pense que c'est parti d'une désignation, d'accord, mais on a essayé plus ou moins de donner l'opportunité à ces militants de ces différentes localités-là de eux-mêmes désigner leur départemental et puis leur régional. Donc, c'est peut-être en calquant sur ce modèle-là, on peut arriver à trouver le consensus et puis parvenir à cela. Mais comme je le dis, pour moi, dans le meilleur des mondes, en tout cas dans la démocratie affichée, la voie la plus indiquée, c'est effectivement les primaires. Alors, JMK, sur cette idée des primaires, alors comment, selon vous, ça peut contribuer à instaurer la discipline dans le choix des candidats? Les primaires ont le bon côté de ramener tout le monde dans le giron du parti. Voilà, c'est-à-dire que les élections locales approchent. Je prends une zone très Saint-Boaké, un parti politique a un problème de choix, parce qu'en fait, c'est le problème de choix qui entraîne les indépendants. Sinon, il y a des zones où il y a toujours un leader comme un leader naturel, autour de qui tout le monde s'agrège. Mais les zones où il y a le choc des ambitions,
où les ambitions se croisent et ça crée des étincelles, on ramène tout le monde dans le giron du parti. Mais je soutiens ce que mon frère Célestin Bouloubi a dit tout à l'heure. Élisée plutôt Bouloubi a dit tout à l'heure. Le vrai fond, c'est qu'il y a plus de sympathisants que de militants. Donc, ça crée un problème là. Je vais donner un exemple très simple d'un parti politique que je connais bien, je ne dirai pas le nom. Où aujourd'hui, vous prenez une zone qui ne vaut même pas la superficie de la commune d'Abobo, il y a 7 délégations. Mais les délégations ont été créées dans un but très simple. Hein. C'est qu'il y aura les primaires là-bas. Parce qu'il y a au moins 4 à 5 leaders là-bas qui, vraiment, on ne peut pas les mettre ensemble. Donc, il va falloir désigner. On s'est arrangé à avoir 7 délégations. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Les délégués, leur coordination, les secrétaires de section, les présidents du comité, voilà, c'est ce monde-là qui va venir voter. Mais il y a des gens qui vont payer les voix. Ça. Déjà, les primaires là-bas ont commencé à être révoqués. Alors que c'est un seul siège. Bon, on a compris que ça risque d'être perdu d'avance. Donc, aujourd'hui, les primaires sont une sorte de panacée qu'on peut utiliser. Mais la vérité, c'est de regarder la proximité de ceux qui sont sur le terrain politique. Il y a des cadres dans des régions qui passent toute l'année à être au service de leur population. Même pas seulement des militants de leur parti politique, de leur population. Quand le moment du vote arrive, il ne faudrait pas qu'on les saute pour aller prendre un ministre sous prétexte que c'est le protégé ou le préféré du président du parti. C'est là que les problèmes commencent. Si on prend ça comme ça, je pense qu'il n'y a pas de souci. D'accord. Alors, ce qu'on note tout de suite, c'est que le RHDP a commencé déjà à désigner ses différents candidats. Les autres partis, PPACI, FPI, PDCI, RDA, n'ont pas encore touché à ce problème. Non, peut-être parce que c'est... Le PDCI a fait un appel à candidature. L'appel à candidature, ceux qui pouvaient participer ont participé. Je pense que pour le moment, ils sont maintenant dans un stade de produire les listes. Mais le RHDP est allé très vite. Et je pense que c'est à leur honneur. Parce que les élections, c'est en septembre. On désigne maintenant ce qu'on doit désigner. Ce ne sont que des listes provisoires. Il va y avoir bagarre sur la liste provisoire, mais en définitive, les noms qui vont sortir d'ici jusqu'à la fin du premier trimestre 2023, c'est ces noms-là qui définitivement vont être imposés aux populations. Les partis qui vont attendre juin pour désigner leurs candidats, je pense que c'est des partis dont les candidats vont se tirer une balle dans la jambe. Donc, il faut saluer déjà le RHDP qui a réussi ça. Le PPAC est en train de le réussir parce qu'ils ont sorti aussi une liste provisoire, par voie de presse. Maintenant, il reste le PDCI, la grosse machine, l'une des grosses machines. On attend leur liste. On nous a fait dire que c'est pour bientôt. Et puis, on verra. À partir de là, on saura potentiellement dans chaque région qui affronte qui. Voilà. Par exemple, à Yopougon, Bictogo est déjà désigné par le RHDP. En face, est-ce que ça serait Ndia? Est-ce que ça serait Michel Gbagbo? On attend de voir. Félix Boni? Je pense que cette formation politique a son timing. Hein. Certains vont rapidement pour éventuellement arriver à gérer la question des indépendants. Quand je parlais d'un parti politique qui avait 1111 candidats pour les élections passées, je crois bien que c'était le RHDP. Donc c'est une grosse machine qui a un gros effectif. Quand on est parti au pouvoir, on a le plus gros nombre de cadres, beaucoup de ministres, beaucoup de directeurs généraux, beaucoup de grands patrons, PCA, qui voudront éventuellement avoir des ambitions. Il faut aller vite pour pouvoir éventuellement canaliser les énergies. Donc c'est de bonne guerre que le RHDP lance très vite la machine de la lutte contre les candidats indépendants pour pouvoir éventuellement se donner le temps de régler ces problèmes, de voir les velléités, de pouvoir faire les conciliations, sortir des listes consensuelles éventuellement. Et peut-être les autres attendent de voir. Et puis ça peut être aussi stratégique de ne pas sortir vite du chapeau son candidat pour ne pas éventuellement faire voir qui éventuellement va représenter telle formation. Il parle du cas de Yopougon, ça peut être le suspense. On peut aussi entretenir le suspense. Donc chaque formation politique a éventuellement son timing. Toujours est-il que pour moi, les candidatures indépendantes, ça va être très difficile parce que dans tous les cas de figure, aucune formation politique n'a de pression sur les différents cadres de son parti pour dire ne sois pas candidat indépendant. Parce que même si je suis candidat indépendant, on ne m'exclura pas du parti, d'autant plus que j'ai des gens avec moi. Un parti politique est par essence
une formation qui va toujours à la conquête d'électorats et séduire les populations. On ne va jamais exclure un cadre d'un parti politique, lui et tous ceux qui le suivent, parce que c'est réduire, j'allais dire, la portion de chaque formation politique. Donc il y aura toujours des indépendants. Il faut quand même la... Toujours est-il que ces indépendants, pour le parti au pouvoir, c'est plus aisé. Parce que si vous allez en indépendant que vous perdez, alors que vous bénéficiez éventuellement d'un tabouret, pour reprendre le mot de M. Adama Bictogo, alors vous voyez que votre tabouret est menacé. Mais si je suis dans un parti où je n'ai pas de tabouret menacé, je tente ma chance si je n'ai pas été élu. On ne peut pas m'exclure du parti pour ça. Vous perdrez un militant. Laurent Bakayoko, vous voulez ajouter quelque chose avant qu'on ne passe au prochain sujet? Moi, je voudrais déjà ajouter que dans le choix des candidats, ce n'est pas facile d'abord de faire l'inventaire des populations qui vont voter. Quand je dis population, les populations partisanes. C'est-à-dire, dans un parti, on ne connaît pas l'inventaire des militants. Et puis, si je reviens un peu à la stratégie du RHDP, je pense que c'est une stratégie importante parce que les élections, si on organise des primaires, il y a toujours... Toutes les élections ont leur mélancolie et forcément, il y a toujours des déchirures après une élection. Alors, il faut se donner le temps de les penser. Aujourd'hui, le RHDP a pratiquement 10 mois. Donc, forcément, il y aura des mécontents. Mais le RHDP a quand même le temps de penser ses plaies, de calmer les ardeurs de ceux qui ont des velléités d'indépendance. Et donc, le PPACI aussi est aussi dans la même dynamique. Je pense que ça, c'est de bien meilleures stratégies que d'attendre ceux qui vont aller jusqu'en juin, juillet pour pouvoir désigner leurs candidats, peut-être par peur que ce candidat soit écrabouillé ou bien écramé par un adversaire beaucoup plus coriace. Mais je pense que quand on veut avoir vraiment un mot, son mot à dire dans une élection pareille, il faut préparer le candidat pour qu'il aille davantage même au contact des populations pour pouvoir être adoubé par cette population le moment venu. Alors, on a fait le tour en passant en économie. Le Premier ministre Patrick Kachi a lancé officiellement le guichet unique de développement des entreprises de Côte d'Ivoire. Il est destiné au financement et à l'accompagnement des entreprises, principalement des PME. Voyons cet élément de Davis Soyo. Les petites et moyennes entreprises représentent 90% du tissu industriel de la Côte d'Ivoire. Elles participent à hauteur de 20% dans le produit intérieur brut du pays. Pourtant, ce secteur est confronté à d'énormes difficultés. Difficile accès au financement, manque de structuration et de compétences managériales. Pour justement rendre performants et compétitifs ces entreprises, en début d'année 2022, l'État a créé un guichet unique de développement des entreprises de Côte d'Ivoire, GUTSI. Objectif, soutenir la croissance durable, la compétitivité de l'économie, l'emploi, l'innovation, l'amorçage, le développement et la conquête des marchés extérieurs en contribuant à l'accompagnement des entreprises. Ce nouvel instrument ayant un statut d'établissement à caractère public vient en appui aux politiques publiques conduites par l'État, les régions et les communes. Ces actions sont orientées vers les entrepreneurs, les très petites entreprises, les petites et moyennes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire. Créé en janvier 2022, quels sont les enjeux du GUTSI ? Alors, avant tout, messieurs, on va se prononcer d'abord sur la revalorisation du SMIC qui est passé de 60 à 75 000 francs CFA. Élisée Boloboué, c'est une bonne nouvelle. On parlait tout à l'heure de cadeau de fin d'année. Eh bien, voilà. Oui, c'est une bonne nouvelle, mais déjà, le président l'avait plus ou moins annoncé dans son discours du 6 août, voilà, la veille de l'indépendance, où il avait dit que, après, bien évidemment, toutes ces mesures qui ont été prises en faveur de fonctionnaires, qui avaient appelé le secteur privé à emboîter le pas, en bien évidemment revalorisant le SMIC. Et c'est déjà une bonne... Ça se susurrait déjà, ce montant-là, il a été confirmé effectivement hier. Suite au Conseil des ministres, on a appris l'information selon laquelle le SMIC désormais passe de 60 000 à 75 000. C'est une bonne chose. C'est une mesure à saluer. C'est vrai que sous d'autres cieux, certains diraient que c'est peu, mais sous d'autres cieux aussi, certains diraient que c'est beaucoup. Toujours est-il que je pense qu'un effort a été fait et il mérite quand même d'être salué. JMK? Oui, bon, c'est une bonne nouvelle. Une augmentation étalée est toujours une très bonne nouvelle. Mais moi, mon problème aujourd'hui, c'est qui bénéficie du SMIC en Côte d'Ivoire? Qui? Les travailleurs du public? Les travailleurs des EPN? Qui? Parce que je demande à chacun d'ouvrir un peu l'œil. Allez en zone industrielle de Yopougon. Les usines là-bas n'emploient plus. Nos parents qui travaillent dans les entreprises en zone industrielle, vous pouvez mener l'enquête, c'est des perpétuels, c'est même pas des CDD. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est des contractuels. On prend le gars en contrat 6 mois, on renouvelle 6 mois, 1 an après, on le lâche. Et on le rappelle 1 ou 2 mois après et il revient. Est-ce qu'il a le SMIC ou pas? Pas de SMIC.
Mais attends, on ne vous a pas embauché en contrat, c'est le SMIC qu'ils vont vous donner. Donc, le SMIC, aujourd'hui, je me dis que c'est bien peut-être pour les travailleurs du public ou les travailleurs de grosses entreprises qui ont de bonnes tailles, où vraiment il y a la législation du travail qui est appliquée. Mais dans les zones industrielles que nous avons, que ce soit à Yopougon, que ce soit en zone industrielle de Vridi, bon, dans la zone industrielle de Koumassi qui n'existe aujourd'hui que des noms, allez regarder ce qui se passe. Donc, le SMIC, finalement, c'est qui? C'est pour nos employés des maisons. Comment on doit payer nos servantes, nos vigiles à 75 000? Bon, c'est une bonne idée, mais nous-mêmes, on gagne quoi? Ça aussi, c'est un autre problème. Donc, je salue le gouvernement, je salue le président pour la justesse de la chose, mais je dis ceux qui doivent en bénéficier en zone industrielle de Yopougon et au PK24, je ne veux pas indexer des sociétés. La plupart des entreprises là-bas n'emploient plus. C'est des contrats de 6 mois. Renouvelable, 1 an après, on libère le bonhomme, on le rappelle 1 mois après. Et je connais un parent qui est pratiquement 5 ans. Il est dans une entreprise de peinture en zone industrielle de Yopougon. Je n'ai pas envie de dire le nom de l'entreprise. Il a fallu que je prenne mon téléphone pour appeler le DRH. On va faire ça combien de temps? Donc, nous saluons le gouvernement, mais ça aussi, il faut qu'on... C'est la question de l'application. Félix Boni. Ben, moi, je fais toujours la part entre le dire et le faire. Le président l'a dit, il l'a fait, j'applaudis de deux mains. Je voudrais dire à JMK que c'est vrai que la RTI, là où nous faisons l'émission, nous sommes à Abidjan, mais n'oublions pas qu'il y a des usines un peu partout, il y a en Côte d'Ivoire, et qu'il faut aller au-delà de la zone industrielle. Alors, je dis ça, c'est juste pour je ferme la parenthèse, pour dire que on a annoncé effectivement que le SMIC passe de 60 à 75 000, soit dit en passant, une augmentation de 10 francs, c'est toujours bon à prendre. C'est pourquoi j'ai fait voilà, c'est toujours bon à prendre. Même si c'était 10 francs, il faut prendre 15 000, ça devient encore plus beaucoup. Ce qu'il faut, c'est que ce soit effectivement appliqué. Et c'est en cela qu'il faut, moi j'en appelle au ministère des Affaires qui s'occupe des affaires sociales, de sorte que tous ceux qui sont concernés effectivement par ce SMIC puissent l'obtenir et qu'il y ait une sorte de légifération qui permette de protéger tous ces travailleurs pour que ces travailleurs-là puissent bénéficier du SMIC. Mais au-delà de tout ça, c'est-à-dire de tous les travailleurs, les ouvriers partout, des usines d'Abidjan, de Bandoukou, de Boaké, de Korogo, partout, tous ceux qui ont droit au SMIC, il faut qu'ils aient droit à ce SMIC. Maintenant, l'autre face de la chose, c'est que, par exemple, il a parlé tantôt qui bénéficie, ceux de la fonction publique ou du privé. Moi, je pense que tous ceux qui ont droit, ils sont de la fonction publique, ils sont aussi du privé. Mais il y a quelques instants, le président de la République a fait un bonus, par exemple, aux fonctionnaires qui ont eu une part de bonus par rapport à l'augmentation. Et le privé n'a pas encore bénéficié de cela. Je crois qu'il faut pouvoir ajuster tous ces éléments pour que tout le monde soit à un certain niveau. On va parler tout à l'heure du secteur informel. La Côte d'Ivoire, tout comme la plupart de nos pays, encore à la recherche du développement, le secteur informel est le plus développé. Alors, quand on arrange un peu les fonctionnaires, il faut essayer d'équilibrer un peu parce que le SMIC, il n'y aura pas que les industriels, les usines qui vont payer le SMIC. Il y a que nous aussi, on va payer le SMIC dans nos domiciles également aussi. Nos filles de ménage, nos garçons de ménage, toutes ces personnes qui sont avec nous à nos services, ont besoin d'avoir un certain niveau de vie. Je crois que lorsqu'on prenait cette loi, ils ont bien cité énormément ce personnel de maison. Donc, ça veut dire que nous qui allons payer également ce SMIC, tous qui allons payer ce SMIC, qu'est-ce qui va être fait pour nous? On va parler du GUD tout à l'heure. Les entreprises vont bénéficier de facilités. Mais il faudra éventuellement penser aussi à ceux qui payent le SMIC, qui ne sont pas des entreprises, qui sont aussi des salariés, augmenter pour qu'on puisse partager la richesse, que ça touche tout le monde. D'accord, alors vous posez un problème dans un autre. On le verra certainement dans la suite. Lansini Bakayoko. Moi, je note déjà qu'en 10 ans, le SMIC a été multiplié par 2. C'est-à-dire que en 2006, on était à 36 000 francs, jusqu'en 2012-2013, on était toujours à 36 000 francs et on est passé de 36 000 francs à 60 000 francs et aujourd'hui, nous sommes à 75 000 francs. Je pense déjà que c'est une excellente chose, c'est une excellente nouvelle pour les travailleurs de cette catégorie. Et je note aussi que le travail du gouvernement, c'est de créer le cadre institutionnel, le cadre légal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, celui qui n'applique pas ce SMIC, qui est une sorte de convention, il se met en marge de la loi. Et qu'est-ce qu'on fait contre lui? Et s'il se met en marge de la loi, alors la loi s'appliquera à lui. Exact. Bon, on me dira que ça veut dire que ça pose le problème de l'application. L'application et l'applicabilité de ce nouveau dispositif. Mais je pense que des efforts sont faits, puisque aujourd'hui, il y a quand même des réformes, notamment la réforme de l'emploi, qui est en marche.
et qui permet quand même de dresser un cadre beaucoup plus assaini par rapport aux travailleurs. Et donc, je me dis, le gouvernement va se donner les moyens pour faire appliquer ce SMIC à 75 000 francs. Je comprends les réserves de Jean-Marie, mais ça, c'est un autre sujet. Le sujet aujourd'hui, c'est la possibilité pour les employés de passer de 60 000 à 75 000 francs. Maintenant, est-ce que les emplois sont décents? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont sous-employées? Est-ce que ces personnes ont ce qu'il faut? Ça, c'est une autre paire de manches. Mais je pense que le gouvernement est à pied d'œuvre. Je sais que le ministre Camara a introduit une certaine réforme qui va permettre de prendre en charge l'ensemble de ces problèmes. Mais quoi qu'il en soit, les relations entre un travailleur et un propriétaire d'entreprise, un patron, c'est toujours des relations contractuelles qui sont personnelles. Donc, c'est des choses qui se négocient. Mais je pense que le gouvernement est dans de bien meilleures dispositions puisque les négociations annoncées par le gouvernement lors de la fête de l'indépendance et qui viennent d'aboutir à la fixation du SMIC à 75 000 francs, je pense que ces négociations sont en cours et vont s'accentuer parce qu'il s'agit là de mettre en place une des politiques phares du gouvernement qui consiste à faire une redistribution équitable des richesses nationales. Et je pense que nous sommes sur la bonne voie. Et non une annonce, j'espère, parce que vous entendre parler, il peut s'avérer qu'on ait mis la charrue avant le bœuf parce que l'applicabilité, je crois que les dispositions dont vous avez parlé tantôt devraient certainement avoir été prises, de sorte que lorsqu'on annonce, on rentre directement en phase d'application. Parce que quand un décret est pris, le décret, ça s'applique. Et avant de prendre le décret, je crois que les dispositions pour que le décret puisse s'appliquer doivent avoir été prises. Parce qu'évidemment, il y a eu des discussions avec le secteur. Si tu avais bien suivi le discours du chef de l'État le 6 août, il a dit que nous sommes en négociation avec le secteur privé et en principe, si tout se passe bien, à la fin de l'année, on devait être en situation d'annoncer une bonne nouvelle aux travailleurs. Donc ça répond à la question de Boni. Quand il prend le décret maintenant, je présume que ces négociations ont déjà eu lieu et qu'il a déjà eu un accord, au moins un accord formel avec le patronat ivoirien. D'accord, on va évoluer sur les initiatives justement, parce qu'après Pépite, il y a eu cette autre initiative d'accompagnement des entreprises, donc la création du guichet unique de développement des entreprises de Côte d'Ivoire. Élisée Bolobo, quel est votre commentaire sur cette autre initiative du gouvernement en faveur des PME? Je pense que c'est comme, pour reprendre les propos du Premier ministre, c'est une initiative qui vise, comme vous le dites, à accompagner les PME, à leur donner plus de maturation et à leur permettre d'exercer leur rôle. Parce que pour rappel aussi, il faut qu'on le souligne, hein, la richesse d'un pays, logiquement, repose sur le secteur privé. Donc si on n'a pas un secteur privé fort, il va sans dire qu'on est dans une situation de précarité éventuelle. Donc aujourd'hui, l'objectif du gouvernement, en prenant de telles initiatives, c'est de permettre à ces PME-là d'être ancrées solidement pour que ces PME-là puissent contribuer véritablement à donner de la richesse, à créer de la richesse au pays. Donc c'est une très bonne chose. Vous avez parlé de PEPIT, qui est le programme économique pour l'innovation économique, qui est un programme aussi fait en faveur des PME. Mais ça, c'est un programme plutôt sélectif. C'est-à-dire, c'est, si vous voulez, comme un concours qui est lancé, où des gens vont postuler et on retiendra ceux-là qui remplissent un certain nombre de critères et qui vont faire l'objet d'un accompagnement 150 chaque année et sur 10 ans, donc 1500 PME qui vont être accompagnés et qui vont constituer le pool qui va former pour nous les champions nationaux. Donc ça, c'est un autre programme. Mais celui-là, il vient s'intéresser vraiment à tout l'écosystème des PME. Donc, parce que l'une des choses que le secteur privé aussi dénonçait, c'est le fait que le secteur privé était constamment face à des difficultés administratives. Parce que pour un tel papier, tu es obligé d'aller ici. Tu fais ça. Tu finis, on te dit non, va au 17e étage d'un autre endroit. Tu t'en vas pour faire ceci. On te dit non, où tu t'es quitté, puis on t'a dit venir au 17e là. Il faut repartir là-bas par quelque chose que tu avais oublié. Donc au final, il voyait qu'il souffrait en fait. Donc il tournait en rond. Alors que l'objectif d'un entrepreneur, le temps c'est de l'argent comme on le dit. C'est de faire des affaires, c'est de faire du chiffre. Parce que plus il fera du chiffre, plus il fera des affaires, plus il contribuera à la caisse commune à travers les impôts. Mais c'est l'activité de marge, parce que ça devient difficile. Et aujourd'hui, je crois que c'est ce que le gouvernement a perçu et a décidé donc de prendre le taureau par les cornes, créer les conditions en mettant en place ce guichet unique-là pour accompagner dans un premier temps, comme ils ont dit, accompagner, apporter l'expertise technique, apporter l'expertise logistique et autres qui puissent permettre vraiment à ces entreprises d'évoluer et aussi de financer. Parce que l'un des gros problèmes des PME aujourd'hui, c'est le financement. Ils ont du mal à avoir le financement parce que les banques même ont du mal à donner ce financement. Mais aujourd'hui, l'État vient comme un élément de garantie
pour permettre à ces PME-là d'avoir accès au financement et donc pour développer leur activité et donc créer de la richesse. JMK? Bon, est-ce que c'est un guichet de plus ou c'est un guichet de trop? J'en sais rien. Bon, je salue l'initiative du gouvernement de mettre ce guichet sur pied, mais ce que je veux voir, moi, dans l'application ou dans la réalité ou dans la praticité des faits, c'est les problèmes des garanties bancaires qui aujourd'hui plombent la grande partie des PME. Et comme le disait Élisée tout à l'heure, la puissance, pour ne pas dire la force d'une économie, c'est d'abord le secteur privé. Donc, le secteur privé, aujourd'hui, surtout au niveau de l'écosystème des PME qui constituent l'épine dorsale, il faut le dire, de ce secteur-là, il y a le problème des financements, il y a le problème des garanties bancaires qui font que le développement des PME est problématique dans tous les cas. Je ne veux même pas aller loin, aller même dans le secteur de la presse. Les PME de la presse ont un problème d'accompagnement. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ce secteur est comme sinistré, comme dans une situation morose. C'est le guichet qui vient d'être mis sur pied peut régler cela, je pense qu'il faut saluer. Mais après, bon, j'avoue que j'ai un petit sentiment d'un guichet de plus, quoi. D'accord, Félix Boni. Il vaut mieux l'avoir que ne pas l'avoir parce que pour moi, c'est mieux ainsi. Hein. Au moins, on a un guichet que là, on pourra éventuellement voir ce guichet à l'œuvre et puis peut-être dans un an, on se retrouvera encore sur ce plateau et puis juger du travail que ce guichet aura fait. Ne pas l'avoir, c'est encore plus grave parce que... JMK lui préfère les réserves. Oui, je comprends bien entendu et je partage aussi les réserves parce qu'on peut créer pour créer. Parce que moi, j'ai peur des effets d'annonce. J'ai sincèrement peur des effets d'annonce dans la gouvernance d'un État. Il y a beaucoup de choses qu'on annonce parfois et qui parfois dans le fonctionnement ne donnent pas les résultats escomptés. Donc quand c'est secret, au départ, ce guichet qui a un responsable. Ça vient à peine de se créer. Oui. On va juger ce guichet peut-être dans un an. On est journaliste, dans tous les cas, chacun de nous, à travers sa plume, même si on ne se retrouve pas sur le plateau ici, on aura l'occasion d'apprécier, d'accompagner ou de dénoncer ou de critiquer ce guichet. Donc, pour moi, une chose est certaine, il fallait que cet enfant naisse. C'est quand l'enfant naîtra, l'enfant est né qu'on pourra dire l'enfant est viable ou pas viable. Donc, je peux applaudir déjà la naissance de ce guichet. Parce que ça va réduire également, comme Élisée l'a dit tantôt, plus il y a d'intermédiaires, moins on est efficace. Moins d'intermédiaires il y a, mieux c'est pour les entrepreneurs. Parce qu'il faut gagner du temps. Pour un petit papier, il faut tourner, pour pouvoir formaliser son entreprise, il faut tourner partout. Finalement, par paresse, vu le fait qu'il rencontre des difficultés un peu partout, il finit par s'asseoir et ne rien faire et on demeure dans un secteur inorganisé, l'informel continue à prospérer. Avec ce guichet unique, on va réduire la proportion du secteur informel pour rentrer dans un secteur privé viable et je trouve qu'il est bon que ce genre de guichet existe et que ceux qui vont travailler dans ce guichet vraiment fassent le travail de façon, j'allais dire, rigoureuse comme on en attend pour que les résultats puissent suivre et que d'ici un an, quand on se retrouvera sur ce plateau, les réserves de JMK n'existent plus. Évidemment. Alors, l'ancien Bakayoko, on peut dire que c'est un autre coup d'accélérateur au niveau de la transformation elle-même de l'économie nationale. Avant tout, je voudrais qu'on fasse la différence entre le PEPIT et ce guichet. Le PEPIT, c'est un programme. Le programme, sa spécificité, c'est qu'il est ponctuel. Et dans le cas du PEPIT, lui, il est là pour... essentiellement dans le cadre de l'innovation et dans la prise en charge des entreprises à fort potentiel de croissance. Et ça, c'est pour un problème ponctuel. Et il y a 15 domaines qui s'occupent. Mais le guichet unique qui vient d'être créé, c'est un établissement public de type particulier, certes, mais c'est un établissement public, c'est-à-dire qui a une nomenclature déjà qui est bien réglementée par la loi. Ça veut dire que ce guichet unique va exister de façon pérenne. Et maintenant, je pense que c'est une excellente chose parce que j'ai cru entendre que c'est pour des questions administratives, des questions de papyrus. Pas uniquement. Parce que le problème, c'est l'accompagnement des PME, pas nécessairement pour faire de la papyrus. Parce que tout le monde sait qu'aujourd'hui, le problème des PME, ce sont les questions de garantie, ce sont des questions de management même, et c'est des questions de comptabilité qui ne sont pas fiables, et même les données financières qui ne sont pas fiables. C'est ce qui rend leur relation difficile avec les institutions bancaires, qui trouvent qu'il n'y a pas de lisibilité, il n'y a pas de visibilité claire dans leur comptabilité, de sorte à mériter qu'on leur fasse des accompagnements financiers. Et donc, ce problème-là vient être réglé par le guichet unique. Parce que, voici les statistiques. Les PME, c'est 23% de l'emploi formel.
c'est 20% dans le produit intérieur brut de la Côte d'Ivoire. Et c'est 18% de l'emploi. Mais je dis bien 23% de l'emploi formel. Donc, il faut faire la différence. Et il faut pouvoir, je ne me trompe pas, ce sont les données. Donc, quand on voit que les PME ont un fort potentiel de création d'emplois, et n'oubliez pas que la création d'emplois est l'un des axes majeurs du gouvernement. Et donc, pour tous ces jeunes qui viennent sur le marché, le gouvernement veut trouver un créneau, veut trouver un réservoir, un gisement d'emploi pour ces jeunes. Et donc, s'il met en place un cadre formel, c'est-à-dire un établissement public pour s'occuper de façon pérenne de ces questions, je pense que c'est quand même quelque chose qu'on peut apprécier à sa juste valeur. D'accord. Alors, l'autre question, et d'ailleurs le Premier ministre a lancé un appel à ces différents acteurs, c'est l'implication de tous, les acteurs, les dirigeants d'entreprise, les partenaires au développement. Alors, à votre avis, comment ça devrait pouvoir se faire? Quelle est la part de chacun, Élisée? Non, je pense que la part de chacun est tout de suite visible, hein. Déjà, les pouvoirs publics qui créent le cadre institutionnel, ça veut dire qu'ils créent tout ce qui va consister à légiférer cette fonction, cette manière de faire, ce bureau qui a été créé, cette entité qui a été créée. Il y a les banques qui, elles, doivent lever un peu plus le pied désormais et contribuer à la richesse nationale en permettant à ces entreprises-là de bénéficier du financement. Donc l'État aussi, dans ce côté, décide d'être une garantie pour permettre à ces banques-là. C'est vrai, les banques disent souvent les PME ne sont pas bien constituées, il y a ceci, ce manque. L'État dit, OK, moi je dis que cette PME-là, elle a le potentiel pour pouvoir vous rembourser comme je dois. Je me mets en garant pour cette PME. Donc la PME reçoit le financement. Ça, c'est important. Les partenaires au développement qui, eux aussi, au regard de certains standards au niveau international, comment les choses doivent fonctionner, qui ont aussi une visibilité des parts du marché au niveau international, vont mettre à disposition les données et les informations qui soient capitales et importantes pour les PME, pour leur permettre aussi de s'étendre, de certainement aller à la conquête du marché. On a, sans oublier la ZLECAf, la zone de libre-échange interafricaine qui a été mise en place. Comment accéder à cette zone de libre-échange-là? Donc, tous ces partenaires au développement doivent être des appuis, doivent être des concours pour pouvoir permettre à ces PME aussi de se développer. Alors, ça peut rassurer, JMK, l'accès au financement, notamment la contribution très forte attendue des banques? Oui, ben c'est pour cela que la plupart des grands acteurs des PME étaient au lancement de ce guichet. Parce que chacun a envie de voir qu'est-ce que potentiellement on peut avoir avec ce guichet, qu'est-ce qu'on peut obtenir. Moi, je ne suis pas trop pessimiste à la vérité, mais dans le fond... Est-ce que ça n'a pas tout l'air, JMK? Oui, parce que bon, on a eu Côte d'Ivoire PME. Côte d'Ivoire PME, on ne sait pas où ça nous a envoyé. Ensuite, on a eu tous les programmes dont on parle. Aujourd'hui, on a un guichet. Bon. J'attends, je me donne peut-être 6 mois. Et puis, on va faire le bilan de ce guichet-là. Et puis, on va voir ce que ça a apporté à l'école. D'accord. Félix Bonny, ça rassure? Oui, il y a matière à être rassuré parce que créer le cadre institutionnel pour accompagner les entreprises, c'est déjà bien. Et il ne faudrait pas que les dirigeants des PME se mobilisent juste pour aller voir, mais il faut qu'ils s'impliquent là-dedans pour que ce soit une réussite parce que l'État a joué sa part. L'État a créé le cadre légal. Maintenant, à chaque dirigeant de rentrer dans le cadre institutionnel qui a été tracé pour éventuellement consolider les entreprises que chacun dirige. Parce qu'il faut formaliser les entreprises, il faut que les comptabilités soient fiables. Ne demandez pas aux banques de faire d'efforts. Hein. Le banquier, c'est de l'argent qu'il hypothèque. Il met de l'argent pour pouvoir avoir le retour sur investissement, pour pouvoir rembourser également à ces sociétés. Donc, le banquier, il attend que les choses soient bien formalisées, avoir toute l'assurance nécessaire, les garanties nécessaires pour s'engager. Donc, les dirigeants des PME ont entre leurs mains un instrument. Ils doivent saisir la balle au bon et puis profiter pour grossir. Alors, l'enseigne Bakayoko, l'accompagnement et le financement, 2 gros problèmes des PME, on peut le dire ainsi, réglés ou en voie de l'être? Bon, on va voir à l'avenir parce que je pense que ce guichet unique est crié, mais la grosse part revient aux PME. Parce que ce sont les PME qui sont sur le terrain, c'est elles qui font leurs affaires. Et donc, tout à l'heure, je disais, le refus, c'est quoi? C'est parce qu'il n'y a pas de visibilité dans la mise en place des PME. Les PME évoluent généralement dans l'informel. Maintenant, l'État fait un accompagnement. Et donc, les banques n'ont plus de raisons objectives de refuser les dossiers des PME ou de refuser de financer les PME. Mais quand on a fini de dire ça, on doit demander aux PME
de se structurer davantage pour mériter le financement des PME, qui est effectivement l'un des talons d'Achille de cette catégorie d'entreprises. Alors, messieurs, merci. Merci pour ce soir. C'est terminé. Merci à Lansini Bakayoko, Élisée Boloubwe, Félix Boni, JMK Aoussou. Merci à vous de nous avoir suivis. À dimanche pour un autre numéro du Club de la Presse.